Dadou, Virgile Aronce. Madame, Monsieur, bienvenue au Grand Rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité socio-politique sur Soleil FM. Nous sommes à la 153e édition de ce programme et vous avez parfaitement raison de nous choisir. Vigile Aronce, bonjour. Wilfred Avéado, bonjour à tous. Alors Vigile, c'est quasiment un habitué de ce programme que nous recevons ce matin puisque d'une manière ou d'une autre, il a fait l'actualité cette semaine. Jean-Baptiste Elias, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu expliquer, analyser et commenter avec nous l'actualité liée à la gouvernance en général et à la corruption en particulier à travers le prisme des actes posés et de la parole entendue, loin des tensions, loin des pressions et des passions, comme c'est de tradition dans notre émission. Alors, Jean-Baptiste Elias, vous êtes réélu à l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, félicitations. Merci. Mais vous êtes également le président bien connu du conseil d'administration du FONAC, deux organisations qui s'investissent dans la promotion d'une gouvernance de qualité au Bénin. Pourtant, le rapport mondial de Transparency International sur le niveau de perception de la corruption dans le secteur public en 2016 crédite le Bénin de 36 points contre 37 en 2015. Avec cette performance largement en deçà de la moyenne, le Bénin passe de la 83e place à la 95e sur les 176 pays classés, soit un recul de 12 places qui le range parmi les mauvais élèves de la classe. Alors, à quoi sert ce que font vos organisations si nous devons ainsi dégringoler chaque fois dans ce classement même après un changement de régime? Merci beaucoup. Je commence d'abord par remercier tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous écoutent en ce moment et leur souhaiter bon dimanche. À vous également, je souhaite un bon dimanche parce que c'est la première fois pour cette année-ci que nous nous retrouvons autour de ce micro pour parler aux auditeurs et auditrices, n'est-ce pas, de votre chaîne. Ceci étant, Transparency International a publié le 25 janvier 2017 le rapport annuel sur la perception de la corruption au niveau mondial. Comme vous l'avez si bien dit, il y a cette année, enfin pour 2016 bien entendu, 176 États qui ont été sur la sellette, comme on peut le dire ainsi. Le Bénin est classé 95e. C'est mauvais. C'est une contre-performance. Et il faut le dire immédiatement, c'est mauvais. J'ai entendu certains dire, mais écoutez, si nous sommes 95 sur 176, c'est qu'il y a plus de 80 derrière nous. Mais non, nous on ne veut pas ça. Nous voulons être à la tête du peloton. Le Botswana est le premier en Afrique. Même dans le monde, pourquoi pas? Voilà. Les responsables des pays de l'Europe du Nord qui sont en première place, ces responsables n'ont pas deux têtes et n'ont pas 4 bras, n'ont pas 4 pieds. Donc, nous pouvons le faire. La responsabilité donc de ce score ou cette contre-performance, vous la situez plutôt au niveau des responsables, c'est cela? D'abord au niveau des responsables, puisque c'est les dirigeants du pays qui impulsent, n'est-ce pas, l'opération qui permet d'avoir cette idée-là. Je vais expliquer pour que les auditeurs puissent bien comprendre ce qui s'est passé. D'abord, il faudrait que les lois, les tests, les procédures de la République soient respectées. C'est d'abord ça. Vous savez très bien que les marchés publics constituent un nid essentiel de corruption. Au Bénin, plus de 55%, 60% du budget national rentre dans le cadre des investissements et rentre donc dans le cadre des marchés publics. Or, les directives de l'UEMOA 4 et 5 ont clairement défini ce qu'il faudrait faire pour le respect des marchés publics. Est-ce que nous l'avons respecté au cours de l'année 2016? Ce n'est pas évident. On a cherché chaque fois à contourner les tests et, résultat, les partenaires techniques qui suivent la situation au Bénin sont obligés de rendre compte de ce qui se passe. Et entre le régime de Boni Yayi et celui de Patrice Talon, qui emporte la responsabilité? Vous savez, c'est entre les deux. Puisque en 2016, il y avait 4 mois pour le président Boni Yayi
Et puis, 8 mois pour le président Patrice Talon. Comme on le dit à Zongo, ce serait 50-50 ? Je ne peux pas dire 50-50 parce qu'il se pourrait que à l'une des périodes, l'écart ou bien ce que l'on peut appeler dysfonctionnement, pour être courtois, le dysfonctionnement peut être très grand en 4 mois par rapport à 8 mois. Mais vous qui observez, qu'est-ce que vous en dites? Où ça pèse le plus? Non, c'est difficile de le dire puisque je n'ai pas fait ce calcul avant d'arriver dans votre studio. Ce qui est certain, c'est que vous l'avez tous constaté, tout le monde l'a constaté. En fin de mandat, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées, d'une manière ou d'une autre, sans respecter les textes, parce qu'on voulait aller vite. Souvenez-vous, jusqu'à la veille du 6 avril, il y a eu des tests qui avaient été pris, des documents qui avaient été signés, des marchés qui avaient été signés, etc., etc. Donc, toutes choses qui, certainement, ont dû jouer dans ce classement que nous avons eu. Vous pensez que les meubles qui avaient été déportés des bureaux des administrations publiques comptent aussi dans ce rapport? Tout ça là, on en avait parlé ici, oui, lorsque vous étiez venu pour la dernière fois. Tout ça là rentre là parce que c'est le comportement. Finalement, vous avez répondu à la question. C'est beaucoup plus à la charge de Boni Yayi. C'est difficile de le dire, je n'ai pas mesuré. Mais ce qui est certain, c'est qu'en fin de mandat, il y a eu beaucoup d'actions, hélas, qui ont été posées et qui peut-être ont donné, n'est-ce pas, ce classement-là au Bénin, tout comme en 8 mois, il y a eu des choses qui se sont passées, hélas, également, et pour lesquelles le résultat est ce que nous avons eu. Alors, Jean-Baptiste Elias, pour faire court, quand on a ce résultat dont vous venez de parler, et qu'on observe que vous êtes engagé depuis de nombreuses années, quasiment une vingtaine d'années maintenant, dans la lutte contre la corruption, et qu'on constate ce résultat, de là à conclure que, comme certains, que vos organisations ne servent pas à grand-chose, il n'y a qu'un pas qui n'est pas difficile de franchir, non? Non, ceux qui l'auront dit seront d'abord de mauvaise foi ou alors n'auront rien compris. Pourquoi? La lutte contre la corruption est une course de relais. Chaque camp joue sa partition. Nous sommes 3 dans ce studio. Moi, je cours à un niveau donné, j'arrive à votre niveau, je vous donne le bâton. C'est une course de relais. Et vous continuez pour arriver au niveau de notre 3e, pour lui donner le bâton, lui continue pour arriver, n'est-ce pas, au but prévu. Ça veut dire quoi? Les organisations de la société civile ont pour mission de participer à la lutte contre la corruption en faisant à leur niveau ce qu'elles doivent faire pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Premièrement, les investigations. Deuxièmement, la veille citoyenne. Troisièmement, les dénonciations. Quatrièmement, attirer l'attention des autorités sur ce qu'il y a comme dysfonctionnement et accompagner les autorités pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Tenez, quand nous, organisations de la société civile, nous jouons notre partition à ce niveau-là, il appartient à l'administration d'abord de mettre en place les conseils de discipline pour que les sanctions administratives puissent tomber. C'est pas nous. C'est l'exécutif qui doit mettre ça en place. Si l'exécutif ne le fait pas, et que nous leur rappelons de le faire, et que l'exécutif ne le fait pas, nous n'avons pas la signature. Donc c'est le relais qui ne marche pas. Voilà, c'est le relais qui ne marche pas dans cette affaire-là. Et une fois que ce relais administratif doit être pris, les sanctions doivent être prises, on doit publier les sanctions pour que les agents indélicats sachent à quoi s'en tenir et que les agents qui restent puissent prendre conscience que, attention, ça a changé. Si je commets telle faute, je serai sanctionné pour pouvoir bien faire les choses normalement. Une fois qu'on a fini ce relais-là, il y a également le relais de la justice. La justice doit pouvoir dire le droit. Au terme de l'action. Très bien. Et de ce point de vue, la justice a sa procédure. La justice prend son temps. On parle le temps de la justice. Alors, donc, voyez-vous, et tout ceci, bon, tenez, je peux vous dire qu'il y a 44 dossiers, par exemple, qui sont au niveau du parquet de Cotonou, dans le cadre de la lutte contre la corruption depuis 10 ans. Oui, mais 2007 à ce jour. Jean-Baptiste Elias, oui. Parlant de la justice, oui. Mais de mémoire de Béninois, il n'y a aucune affaire qui est réussie, même avec le temps que la justice prend aussi longuement. Souvenez-vous des affaires de 70 milliards de francs CFA sous Boni et sous Mathieu Kérékou. Oui. Mais ça n'a jamais eu d'issue, il n'a jamais eu une affaire. Ce que dit malgré le temps qu'on prend la justice. Voilà, la justice, peut-être qu'il lui faut une éternité, je n'en sais trop rien, je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat non plus, mais
de la lutte que vous faites depuis toutes ces années, Jean-Baptiste Elias, à part quelques affaires qui ont eu un aboutissement heureux, le dossier ce que j'ai appelé le dossier du sable glucosé au ministère de la Santé, par exemple, ou qui a connu un aboutissement heureux, quels sont les autres dossiers que vous avez poursuivis jusqu'au bout, la justice a fait son travail et les prédateurs ont été sanctionnés? Un seul dossier. Il y en a très peu, hélas. Malheureusement. Et ça donne raison à ceux qui pensent que vous ne savez pas grand-chose. Non, pas du tout, au contraire. Parce que je viens de vous dire tout à l'heure qu'il y a 44 dossiers qui sont au niveau de la justice. C'est le FONAC qui a suivi ces dossiers-là. Mais vous arrivez juste à compter et ça ne compte pour rien. Mais non, quand nous y arrivons, voyez-vous, justement, il faudrait expliquer pour que les gens comprennent. Les lois de la République interdisent de faire pression sur la justice. Oui, certainement, tout le monde le sait. Et de ce point de vue, nous avons déjà osé, nous, FONAC, en allant à la justice pour nous enquérir des nouvelles de ces dossiers-là. Le procureur de l'époque nous a dit, Monsieur Elias, messieurs les membres du FONAC, nous avons déjà mis en place des commissions pour travailler sur ces dossiers, il nous faut les moyens. Nous avons rencontré le ministre de la Justice de l'époque pour lui dire, il faut des moyens pour que ces dossiers-là puissent aboutir. Le ministre de la Justice nous a délégué 2 de ses directeurs, dont le secrétaire général du ministère. Et nous sommes partis ensemble avec eux au palais de justice pour aller voir avec les responsables au niveau de la justice ce qu'il fallait. Ils ont dit ce qu'il fallait. Et les autorités sont revenues. Une communication a été faite en conseil des ministres. Le FONAC a encore pris le risque, je dirais bien le risque, parce que nous avons rencontré le président de la République, Boni Yahya, à l'époque, pour lui dire il faut donner les moyens pour que la justice puisse faire le travail. Et on tourne en rond depuis. Est-ce que les moyens ont été finalement donnés? D'un camp, on nous dit on a donné les moyens. De l'autre, on nous dit on n'a pas donné les moyens. Allez-y vérifier. Comment on va vérifier c'est ça? à lui. Dans 100 ans, on n'aura pas les résultats. C'est de ça qu'il s'agit. Vos dossiers vont s'amonceler là-bas. Ça ira à 150. Non. Et on n'aura jamais de suite. Nous allons souhaiter que les responsables au niveau de la justice puissent prendre la mesure de ce que le peuple souhaite et que les sanctions puissent tomber afin que vraiment la lutte contre la corruption puisse avoir un avenir meilleur. Parce que si ces dossiers-là avaient été traités et que les sanctions avaient été données, portées à la connaissance du public, le comportement de ceux qui ont fait que nous avons occupé les 95e places là, ce comportement-là aurait changé et nous aurions eu un bon résultat, je suis sûr. Donc, s'il y a un souhait à faire, s'il y a une prière à faire à l'endroit des autorités judiciaires et surtout de la justice en tant que telle, c'est de faire en sorte que, je sais qu'il y a beaucoup de dossiers au niveau de la justice, que l'on puisse sélectionner ne serait-ce que les dossiers de corruption, de gouvernance, qu'on puisse les traiter, qu'on puisse sanctionner les fautifs et que ces résultats soient portés à la connaissance du public pour que nous puissions savoir que, attention, il faut aller de l'avant pour éviter que les choses ne se passent dans de mauvaises conditions, malheureusement. Mais dans l'état actuel des choses, où la seule chose qui marche, c'est plutôt la dénonciation, comme vous le faites si bien, est-ce que vous vous rendez compte que c'est une contre-performance également, que cela tue la lutte, puisque c'est de plus en plus ce qui revient dans l'opinion? Vous vous agacez, pour parler clairement? Pas du tout. Vous agacez les gens avec ces dénonciations? Pas du tout. Faites bien le sondage. Vous avez quelques individus qui sont dans un camp ou dans un autre qui disent ce qu'ils veulent. Mais quand vous écoutez les gens à des niveaux donnés, on dit attention, et si tu ne fais pas attention, tu rates ton nom à la radio, tu rates ton nom à la télévision, parce que les membres du FONAC, là, ils n'hésitent pas avec des preuves à l'appui. Nous avons tout le temps fait l'essentiel de les amener en justice. Chaque fois, ils ont gagné parce qu'ils avaient toujours les preuves en main. S'il n'y avait pas les organisations de la société civile qui luttent contre la corruption, hélas, les résultats seraient pires que ce que nous avons aujourd'hui. Je suis convaincu, il n'y a pas de doute. Bon, mais nous allons rester dans l'expectative. Le grand rendez-vous. Alors, juste après la prestation du serment du président Talon, vous étiez dans ce studio précisément le 9 avril dernier. Je vous avais posé une question que je voudrais reposer d'une autre façon, 10 mois plus tard. Quels sont les 2 ou 3 signaux les plus importants que vous notez en matière de lutte contre les malversations dans la gestion des affaires publiques depuis l'avènement du nouveau départ? D'abord, je vous avais demandé quels sont les 3 signaux que vous attendiez. Mais là, je vous demande lesquels vous avez notés. D'abord, vous le constatez comme moi, que chaque fois qu'il y a des problèmes de mauvais comportement, de déviance, le gouvernement relève tout de suite les responsables à divers niveaux où ces déviances ont eu lieu.
souvenez-vous, au niveau, n'est-ce pas, des renseignements au niveau de nos routes, il y a eu beaucoup de mesures qui avaient été prises contre les agents indélicats à ce niveau-là. Parce que c'est également un baromètre de regarder sur nos routes comment les agents rançonnaient. Parce que là aussi, les étrangers qui arrivent et qui sont donc dans les taxis ou qui sont dans les véhicules, qui arrivent et on les arrête quelque part, le chauffeur doit sortir pour donner l'argent ou bien on fait ci, on fait ça. C'est la première forme de corruption qu'ils ont fait. Absolument, les gens voient, ils voient. Et aujourd'hui... C'est une corruption visible. Et ça entre dans le cadre du rapport de transparence internationale. Nécessairement, oh là là, ça a pris une bonne partie de ça. Parce que je peux vous dire, nous avons fait une enquête sur les routes depuis Lagos jusqu'à Accra. Et au niveau des frontières, au niveau des routes, le nombre de fois qu'on arrêtait les gens et ce que les chauffeurs en sortant donnaient, etc., etc. Tout ceci avait été entre-temps regardé et comptabilisé pour voir comment ça se passait, n'est-ce pas, les renseignements sur les routes. Aujourd'hui, c'est certain, ce n'est pas encore complètement ce que nous souhaitons, mais ça a diminué sensiblement parce que les responsables de ces agents-là savent aujourd'hui que si on constate un cas de déviance, eh bien, ils sont relevés, ils sont poursuivis et ils sont sanctionnés. C'est déjà un premier pas. Le deuxième pas, c'est au niveau donc des structures, direction générale, etc. Vous vous souvenez, on ne l'a pas caché à plusieurs reprises, direction générale des douanes, il y a eu des cas où des dysfonctionnements ont été constatés. On a relevé tout de suite le directeur général qu'on a mis en place soi-même. Donc ça veut dire qu'on ne protège pas celui qu'on a mis une fois que c'est avéré que des dysfonctionnements ont permis de se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y en a eu beaucoup dans beaucoup d'autres directions comme ça. Nous avons à encourager le gouvernement à aller de l'avant et nous avons à demander à tous les cadres et à tous les agents de se mettre dans la ligne normale de gouvernance pour que les tests soient respectés, pour que l'on cesse de commettre des cas de corruption afin que notre pays puisse aller de l'avant. Donc, vous n'avez vu que de bonnes choses juste là depuis le 6 avril. Ah non! Oh là là! On nous a annoncé beaucoup de cas où on dit on a fait telle chose dans le dossier. Par exemple, on dit il y a eu beaucoup de cas de marché public gré à gré. Le FONAC ne dit rien. Nous disons oui. Le FONAC ne parle que si il a des preuves. Vous avez fait des vérifications? Nous avons demandé chaque fois que nous avons ces informations-là, donnez-nous ne serait-ce qu'un début seulement d'éléments pour nous permettre d'aller sur le dossier pour aller chercher. À ce jour, personne n'a pu nous donner quoi que ce soit. Ce n'est que du vent. On entend seulement dire il y a eu tel milliard qu'on a enlevé. On a pris tel milliard au niveau de telle caisse. Mais nous demandons, donnez-nous au moins un début de preuves pour que nous puissions faire les investigations nécessaires. Non. Est-ce que ça veut dire que tant que le faussaire peut savoir cacher les preuves, il échappe au FONAC, il échappe à Jean-Baptiste Elias et non, ce qui nous fait plaisir, c'est que nous avons constaté que le gouvernement aujourd'hui a commencé par poursuivre les gens. Tenez, le cas Ségub, on en a parlé un peu ici. J'ai le dossier dans le studio. Si c'est nécessaire, on en parlera. Cela remonte beaucoup plus de l'autre régime. Oui, oui, d'accord. Mais ce régime-ci a commencé par sanctionner. C'est ça ce que nous disons. On a arrêté les gens. Ceux qui n'ont pas payé sont encore en prison. Ceux qui ont remboursé, c'est pour dire que celui qui arrivera après ce régime fera autant. Donc, ceux qui sont là aujourd'hui doivent prendre la mesure qu'il faut bien faire pour qu'on ne leur fasse pas la même chose qu'ils sont en train de faire aujourd'hui aux autres. C'est ça là qui est important pour nous autres qui travaillons dans la lutte contre la corruption. Parce que nous disons, jusque-là, on disait qui va sanctionner qui. On se tient. Et on ne faisait pas des punitions qu'il faut. Aujourd'hui, le gouvernement qui est là a commencé par sanctionner un certain nombre de cas. Et de ce point de vue, nous sommes confiants parce que... Je pense que c'est une avancée. Une avancée. Parce que nous disons, ceux qui sont là aujourd'hui, s'ils commencent par sanctionner les anciens qui ont mal fait, c'est que les nouveaux qui vont arriver après eux vont faire la même chose. Donc on va les sanctionner aussi. Donc ils ont intérêt à bien faire pour qu'on ne les sanctionne pas parce qu'au moment opportun, on ne parlera pas de la C'est en cela que réside l'intérêt du peuple. Absolument. Et si on prend le dossier Securiport, est-ce que ça veut dire que les Américains sont faut voir par exemple eux qui ne sont pas contents après la résiliation de leur contrat? Nous avons demandé à ce jour, 12 février 2017,
à tous ceux qui connaissent ce dossier-là, donnez-nous ne serait-ce qu'une page ou une demi-page de ce dossier pour que nous, FONAC, nous puissions savoir de quoi il s'agit. À ce jour, personne ne nous a rien donné. Alors, je profite de votre Ceux qui écrivent sur les réseaux sociaux, vous ne les connaissez pas, prenez contact avec eux, c'est non, plus facile. Non, il y a des experts dans ce dossier-là, par exemple, qui ont produit des quantités de choses. Les réseaux sociaux, hélas, racontent des bonnes choses, mais hélas, racontent encore des mauvaises choses. Je viens de le constater. Dans le dossier Libercom, on a mis sur les réseaux sociaux des contre-vérités énormes, alors que c'est moi qui ai conduit le dossier. J'ai toutes les pièces en main. Et chaque fois, on envoie des fausses informations sur le dossier comme si on y était. Donc, nous, au FONAC, on ne peut pas prendre ce que les réseaux sociaux ont dit pour dire c'est argent comptant, nous allons avancer. Nous souhaitons que ceux qui sont dans le système... Mais ça fait partie du sable dans votre machine? Non, pas du tout. Parce que nous ne pouvons pas... Vous savez, chaque fois que nous parlons, je suis dans votre studio aujourd'hui, tout ce que je vais dire ici tout de suite, si à 11h, je sors de ce studio, et qu'un huissier de justice vient dire j'ai été commis par telle personne pour dire monsieur Elias apportez la preuve de ce que vous avez dit, je sortirai la preuve tout de suite. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux pour apporter alors que sur les réseaux sociaux, votre vérité à vous. Justement, sur les réseaux sociaux, la personne écrit, si vous prenez ça comme argent comptant et que vous commencez pas à travailler dessus, vous ne pourrez pas apporter la preuve, c'est vous qui serez donc dans le décor comme on le dit habituellement. Wilfried Réveil, si vous permettez, il y a aussi le dossier donc d'attribution de de fabrication de cartes d'identité marché au profit d'un certain talon à l'enseignement secondaire. Vous êtes au courant, ça a été rapporté, mais on apprend aujourd'hui que ça a plutôt changé tout juste de forme. Non. Nous sommes au courant de ce dossier. Le FONAC est parti au ministère de l'enseignement secondaire. Nous avons, à ce jour déjà, je ne savais pas que vous allez évoquer ce sujet-là, nous avons en main la demande d'agrément qui a été faite par la société. Ensuite, nous avons en main le papier que le ministre de l'enseignement secondaire a envoyé aux directeurs départementaux. Nous avons le document dans lequel il est dit que ceux qui le veulent au niveau des élèves et ceux qui le veulent au niveau des enseignants pour faire donc ces badges en question. Et nous avons enfin le document par lequel le ministre a annulé sa première décision, c'est-à-dire sa première lettre où il demandait aux directeurs départementaux de voir dans quelle mesure on pourrait le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous avons interrogé les gens en ce moment-là. Beaucoup de gens ont fait circuler sur les réseaux sociaux qu'il s'agit d'une affaire de 2 milliards. Le jour où j'ai appris ça, j'ai dit c'est pas possible. Tous les documents que nous, FONAC, nous avons sur ce dossier-là, il n'y a jamais eu un marché. Je confirme, à ce jour, il n'y a jamais eu un marché. Donc, il y a eu quoi finalement? Il y a eu seulement une lettre d'agrément. C'est comme si vous... Qu'on autorise l'entreprise à engager, c'est tout. C'est tout, c'est ce qui s'est passé. Et c'est normal? Oui, parce que chacun peut écrire pour dire, je sais faire telle chose. Je demande un agrément comme... Il y a un test qui autorise les gens à faire ça. Absolument, absolument. Vous allez dans n'importe quelle société aujourd'hui, on va vous sortir même un registre de ceux qu'on a agréés dans la maison, qu'on consulte en cas de besoin d'un produit fait par ces maisons-là. Donc, c'est comme ça ce qui s'est passé. Et une fois que ça s'est passé comme ça, on a été très loin. Le ministre nous a dit, moi j'ai été visiter les installations de cette unité-là pour voir. Et je me suis dit, bon, c'est une unité qui peut permettre, qui peut aider. Mieux, il nous a été dit, et là on n'a pas de document en main, que les badges se faisaient à des prix beaucoup plus forts qu'avant. Nous n'avons pas les documents en main. De ce point de vue, nous ne pouvons pas le certifier. Ce qui est certain, c'est que dans la lettre du ministre, c'est écrit noir sur blanc, et nous avons le document avec nous, que c'est ceux qui veulent faire, qui vont le faire. Donc ce n'était pas obligatoire. Bon, quand j'ai discuté avec certains, on dit, mais oui, vous savez, quand le ministre dit, vous pouvez le faire comme vous ne pouvez pas le faire, c'est directement ou indirectement demander au directeur départemental de le faire. Bon, c'est discutable, mais c'est ce qui est écrit. Donc, dans ce dossier-là, les réseaux sociaux ont dit que c'est une affaire de 2 milliards. Alors, je vous dis, à ce jour, il n'y a jamais eu un centime de contrat. Il n'y a pas eu un contrat dans cette affaire. Donc, on ne peut pas parler de marché gré à gré, 2 milliards, comme on a dit à droite, à gauche. Nous, on a cherché à savoir.
Si nous ne connaissons pas quelque chose, nous n'en parlons jamais. Donc on retient que sous la rupture, la lutte contre la corruption marche d'une manière ou d'une autre tout de même. C'est pas encore ça. Non. Il faut être honnête, c'est pas encore ça. Nous aurions souhaité qu'il y ait beaucoup plus de transparence. Nous aurions souhaité qu'il y ait beaucoup plus de communication. À quel niveau? À tous les niveaux. À quel niveau n'avez-vous pas noté la transparence? À tous les niveaux. Parce que si, comme vous le dites si bien, les gens disent il y a ceci, il y a cela, il n'y a pas de fumée sans feu. Si on dit avec insistance, on a pris des milliards, on a mis les milliards dans tel compte, on a pris des milliards, on a mis des milliards dans telle société, c'est qu'il y a un début de quelque chose que nous demandons qu'on nous donne pour que nous puissions creuser. Et je répète encore, tous ceux qui sont aujourd'hui à l'écoute et qui pourraient nous donner, même de façon anonyme, nous prenons toujours les documents anonymes. Surtout de façon anonyme. De façon anonyme. Toujours. Pour que nous puissions avoir ces documents-là, nous ferons les investigations nécessaires et je vous garantis que nous viendrons rendre compte au peuple de ce que nous aurions vu. Oui, mais cela n'a pas échappé aux Béninois que Elias Jean-Baptiste est remonté encore, monté au créneau tout juste après sa réélection à l'NLC. Ça, on va revenir sur le sujet, si vous le permettez, Vigile Avancé. On a prévu un chapitre tout entier pour cette affaire-là. Mais en attendant, on va parler des nominations. Sur la question des nominations, vous aviez toujours quelque chose à dénoncer alors que l'ancien régime était aux affaires. Aujourd'hui, est-il possible de dire qu'il y a du mieux? Est-ce que les cadres qui sont nommés dans l'administration, les profils sont respectés, les diplômes, etc. Est-ce que tout est en ordre comme vous le souhaitiez? Le FONAC travaille avec méthode. Ça fait 9 mois, 10 mois que le nouveau régime est en place. Ce que nous avions fait avant, nous avons commencé déjà par le faire. Ça veut dire quoi? Nous, au FONAC, nous avons un tableau de bord qui permet de recenser toutes les nominations qui se font et qui sont connues, bien entendu. Parce que si nous ne connaissons pas, nous ne pouvons pas les recenser. Nous avons un tableau de bord qui nous permet de les recenser. Dans une colonne, on met les numéros. Dans une autre colonne, on met nom et prénom. Dans une autre colonne, on met le poste, etc. etc. Puis, nous savons que dans le décret type portant organisation, attribution et fonctionnement des ministères, des profils ont été donnés pour que l'on occupe le poste de directeur de cabinet, le directeur adjoint de cabinet, le directeur DPP, le DAF, etc. etc. Donc, nous sommes en train de mettre notre tableau de bord à jour, puis après, nous allons voir si tout cela, chacun en ce qui le concerne, nous ferons nos enquêtes pour savoir est-ce que lui remplit les conditions avant d'être nommé. On nous a signalé quelque part dans un ministère donné qu'il y a un inspecteur général de ministère, je vais taire le nom pour l'instant puisque nous n'avons pas fini les enquêtes, qui aurait été nommé alors qu'il ne remplit pas les conditions. Bon, nous sommes en train de faire la vérification aujourd'hui. Donc, quand nous aurons fini de faire ce tableau de bord-là, sur un an, au moins, nous viendrons rendre compte pour dire, bon voilà, attention, d'abord, on ne va pas rendre compte comme ça, on va interpeller le président de la République pour lui dire, monsieur le président, vous avez signé tel décret portant AOF des ministères. Nous avons constaté que dans tel et tel ministère, vous avez nommé des gens qui ne remplissent pas les conditions. Qu'est-ce qu'on fait? On l'a fait pour le président Yahi Boni. Et je vous dis encore une fois, si c'est nécessaire, on va appeler le nom de tous ceux qui ont assisté à la réunion le jour-là. Et donc, nous allons le faire aussi. Et une fois que nous allons le faire... Vous êtes allé lui dire ça, c'était dans quel nous avons demandé à le rencontrer. Et nous lui avons dit, vous avez signé en juin 2006 un décret portant organisation, fonctionnement des ministères. Là-dedans, on a dit que pour être directeur de cabinet, il faut être cadre A1 et avoir 15 ans de service, au moins, ou d'ancienneté. Et vous avez nommé Tatampion qui ne reste pas. Nous avons nommé. Et on lui a montré. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais pour la petite histoire, vous allez rigoler. Un de ses très proches collaborateurs a dit en ce moment-là, oh bon, mais si c'est ça, messieurs du FONAC, nous allons reprendre le décret et nous allons rabaisser les au niveaux. Niveau de ceux qu'on a nommés d'hier. Voilà, nous allons rabaisser les niveaux pour permettre à ce que ceux qui sont là aujourd'hui puissent remplir les conditions. Et nous avons crié pour dire, et c'est malin ça. Si vous le faites, nous allons sur toutes les chaînes de télévision, de radio pour aller dire que vous avez dit ça, que vous l'avez fait. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé le test tel qu'il est, mais ils ont continué toujours de nommer des gens qui ne remplissaient pas les conditions. C'était pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Le grand rendez-vous. Alors, parlons à présent de l'affaire de la semaine. Alors que vous nous avez fait perdre l'habitude de vos sorties régulières, Jean-Baptiste Elias,
sortie régulière et fortement médiatisée, vous vous êtes offert une conférence de presse cette semaine pour crucifier le désormais ancien DG de Libercom SA. D'abord, que reprochez-vous au DG déjà limogé? Si vous permettez, oui. Qui nous explique d'abord le timing. Pourquoi maintenant? Et pourquoi Libercom? D'accord. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais rappeler ce que vous saviez déjà que vous avez oublié. Qu'est-ce que c'est? 95% de ce que le FONAC fait n'est connu de personne. Ce n'est que 4 ou 5% seulement que vous entendez dans les radios, dans les télévisions ou au cours des conférences de presse. Pourquoi? Parce que par essence, nous savons que tout un être humain peut se tromper, de bonne foi. Tout être humain peut avoir à un moment donné de sa vie à commettre des erreurs. Mais si... Tout le monde peut avoir des faiblesses. Si cet être humain, une fois qu'on a découvert les choses, qu'on lui a présenté les insuffisances, ce qu'on peut appeler le dysfonctionnement, il s'engage à les corriger, il les corrige réellement. Le FONAC ne fait jamais cas de ça. Nous avons eu beaucoup de dossiers dans lesquels ça s'est passé comme ça, personne n'a rien su. C'est comme ça que nous travaillons toujours, parce que nous ne voulons pas venir faire des one-man show pour dire c'est ceci, c'est cela. Non, c'est pas comme ça que nous travaillons. Nous relevons les insuffisances, nous retrouvons les dysfonctionnements et nous attirons l'attention de l'autorité sur ce qu'il y a comme point de dysfonctionnement. Et on s'entend dessus pour dire, ah c'est vrai, ça là, je n'ai pas fait comme ça, etc. Et dans les semaines qui suivent, tout de suite on corrige ce qu'on peut corriger et puis on continue. Le débat est clôt. La rédemption des pécheurs. Le débat est clos. Je vous dis encore une fois, ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui, il y a eu beaucoup de DG de sociétés d'État avec qui nous avons travaillé et qui n'ont jamais entendu la sortie du FONAC sur leur société à ce jour. Ils peuvent témoigner. Mais quand nous faisons les investigations, que nous découvrons les dysfonctionnements, que nous demandons de les corriger, qu'on ne les corrige pas, parce qu'on se croit trop fort, parce qu'on a l'appui de X, parce qu'on sait que c'est... On a la protection du président de la République, par exemple. Alors, voilà, nous attendons le moment et puis nous venons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est depuis le 15 septembre 2016, je dis bien 15 septembre 2016, que nous avons écrit à Madame le ministre de l'économie numérique et de la communication pour dire, nous avons des informations sur Libercom, nous voulons aller là-bas. Elle a autorisé. Et le FONAC est parti faire la séance de travail le 28 septembre 2016. Je dis bien septembre 2016. Arrivé là-bas, le ministre de l'économie numérique a envoyé son conseil technique juridique, a envoyé son DAF. Le directeur de Libercom était là et tous les membres du comité de direction étaient là. Comme à l'accoutumée, le FONAC a distribué donc des questions écrites à tout le monde. Sauf, bien entendu, les deux représentants du ministre de l'économie numérique qui ne sont pas concernés. Ils ont pris le temps, ils ont tous répondu, depuis le directeur général jusqu'au dernier membre du comité de direction. Puis, nous avons dépouillé. Nous avons posé la question concernant le chiffre d'affaires de Libercom. Ils ont tous reconnu que le chiffre d'affaires de Libercom est en chute libre. En chute libre depuis 2013. 2013, 2014, 2015 et jusqu'à août 2016. Tout le monde a reconnu ça sans embâche. 2. Tout le monde a reconnu que Libercom est une entreprise publique. Donc une société d'État. Ils ont tous reconnu ça. 3, etc., jusqu'au bout. Puis, nous avons découvert qu'il y avait malgré la chute libre du chiffre d'affaires, que le directeur a pris encore des décisions pour alourdir les charges de Libercom. Exemple, il y avait 3 directions techniques au niveau de Libercom. Il a pris une décision pour porter à 7 directions techniques. Donc, ça devient 7 directeurs qui sont nommés, avec effet immédiat financier. Effet immédiat financier. Ça, c'est une faute de gestion selon vous? Ben oui, bien sûr. Comment? Je vous donne un exemple simple, terre à terre. Vous êtes à la maison chez vous, vous arrivez à rentrer 10 francs, et puis vous dépensez 7 francs, et un jour vous décidez de dépenser 12 francs, et maintenant vous ne rentrez que 6 francs. C'est tout, voilà ce qui s'est passé. Question de bon sens. Mais c'est aussi simple que ça. Comment? C'est simple que ça. Ensuite, il y avait 26 cadres
qui était chef de service, chef de département, chef de ceci, ce que vous voulez, il en a porté à 54, plus de double, avec effet immédiat financier. Ah, mais ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et vous lui avez posé la question de savoir quelles étaient les motivations de ces nominations à l'appel? Oui, nous avons posé cette question. C'était pour obtenir davantage de performances? Oui. A-t-il dit, mais les résultats sont là, qu'aujourd'hui, c'est pas ça. Nous avons demandé également à avoir le nombre d'abonnés qu'il y a pour Libercom. On a tout ici dans ce dossier, dans ce studio, et comme le temps ne permet pas. Sinon, non, allons-y. On y va, donc on a tout ça ici, et puis on a fait ça. Et quand on a fait ça, on a dit, mais alors, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, ok, on va avancer. Une fois qu'on est arrivé donc sur ce sujet, voilà par exemple les chiffres d'affaires 2013-2016, les statistiques, selon les documents qui nous ont été donnés, Libercom avait au 31 août 2016 comme parc total d'abonnés 284 274, alors que tous les autres réseaux sociaux ont plus que ça, alors que Libercom est le premier. L'opérateur GSM. Très bien. Ensuite, les autres ont des millions. Pour le chiffre d'affaires 2013 c'est là, 2014 c'est là, 2015 c'est là, de janvier jusqu'à août 2007, tout est là. Inutile de le dire sur les antennes, vous comprenez pourquoi. Bien, donc vous avez vu, en tout cas je vous l'ai montré. Voilà, oui, vous avez vu, vous pouvez témoigner. Alors, autre chose que nous avons constaté là-bas, c'est que malgré cette situation où le chiffre d'affaires baisse d'année en année et que le directeur a mis en place de nouvelles charges, nous avons constaté qu'il y avait des quotas de forfaits octroyés à des personnalités. C'est-à-dire, on leur donnait des forfaits téléphoniques. De téléphone. D'accord. Le président du conseil d'administration a pris la note de service, la décision numéro 04, n'est-ce pas, pour octroyer, portant l'affectation de forfaits téléphoniques sur les réseaux sociaux Libercom. Il y a certains qui avaient 50 000, d'autres qui avaient 100 000. Chaque mois. Vous êtes déjà en difficulté financière et vous prenez encore l'argent pour payer, n'est-ce pas, des forfaits aux gens. Mais ça là encore c'est bon. Mais ce qui s'est passé, c'est que d'autres, au lieu de consommer dans la limite des 50 000 qu'on leur a accordé ou de 100 000 qu'on leur a accordé, dépasse largement ce quota-là. Et nous avons... Vous avez le point? Ben bien sûr, on a le point ici. Il y a des gens qui ont dépassé par mois de 1 373 731 francs au lieu de 50 000 francs. Qui est-ce qu'ils appellent? Les anges ou le bon Dieu? Ils appellent Attends, mais voilà, le papier est devant vous. Mais au moment opportun, vous savez que le FONAC parle toujours avec des preuves. Ouais, on ne va pas donner les noms pour l'instant. Oui, mais est-ce que tout ça a pu se faire sans l'aval du conseil d'administration? Est-ce que ça a pu se faire sans l'aval du J'arrive. Donc, vous avez tout ça avec vous. Il y en a même qui ont dépassé de plus de 9 millions de francs CFA. Alors, donc, il y a tout ça là que nous avons sous la main. Les papiers sont ici, les noms sont là. Pour l'instant, on garde les noms, on ne va pas les sortir. Et on se dit, mais c'est pas possible. Monsieur le directeur général, demandez à tous ceux-là de rembourser immédiatement ce montant-là. Ok, ils ont dit, ok, d'accord, pas de problème. Le conseil d'administration se sont réunis et puis ils ont écrit pour demander aux gens de rembourser. Jusqu'au 6 février 2017. Il n'y avait pas de différence de rembourser. À notre connaissance, il n'y avait pas de remboursement. C'est pas possible. Et je vous dis, nous sommes partis là-bas le 28 septembre. Octobre, novembre, décembre, janvier. 4 mois après, rien n'a été fait. Bien. Quand le directeur général a nommé les nouveaux directeurs, les nouveaux chefs de service, etc., là, avec effet financier immédiat, on les a reclassés dans des catégories supérieures en même temps. Ça veut dire que non seulement ils auront... Ça se faisait en quel moment exactement? Est-ce que c'est après l'avènement de ce régime ou c'était déjà sous l'autre régime? J'ai pas compris la question. Quelle était la date à laquelle ces personnes avaient été nommées? En avril et mai 2016. 2016. Oui. Avril-mai 2016. Nous avons tous les papiers ici. Hein. Dans ce studio, nous avons tout ce qu'il faut. Et donc, quand on a fait ça, on les a reclassés dans des corps supérieurs. Vous avez essayé de calculer le gap non, on n'a pas calculé le montant financier. Mais on a dit, c'est pas possible, monsieur le directeur. Celui que vous avez nommé directeur aujourd'hui,
qui vient de commencer, il a 30 ans de carrière à faire peut-être. Il a 6 ans ou 7 ans aujourd'hui. Ça veut dire qu'il a encore 20 et quelques années à faire. Si demain, il cesse d'être directeur, il continue de bénéficier du nouveau corps dans lequel vous l'avez mis. C'est pas normal. Exemple. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Damien Alakhassa, il était professeur assistant. Mais il a été ministre de l'Éducation nationale. Le directeur nous dit, ah non, mais quand j'ai nommé les gens là qui sont devenus patrons, il faut qu'ils soient dans des corps supérieurs. À ceux qui doivent diriger. Merci beaucoup. À ceux qui doivent diriger. Je dis, c'est pas possible. Donc, s'il faut tenir compte de cette logique-là, Damien Alakhassa a bombardé professeur titulaire de rang magistral parce qu'il est le patron de tous les professeurs. C'est pas possible. L'actuel ministre de l'enseignement supérieur. Oui, c'est le même cas. C'est le même cas. Autrement dit, s'il faut tenir compte de cette logique-là, le président Patrice Talon va dire, ok, d'accord, toi tu es ministre, pour commander tous ceux qui sont là et tu dois être dans un corps supérieur à tout ce monde-là. Ça ne se fait pas. Donc nous avons dit, c'est pas possible, il faudrait changer. Bon, on est parti, le directeur général a mis en place une commission pour dire, la commission n'a qu'à faire le travail. La commission a fait le travail et malgré tout, ils se sont reportés pour aller voir les responsables du ministère de la fonction publique et du travail, qui sont les garants des tests, pour dire voilà ce qu'on a fait. On leur a répondu là-bas que ça ne se fait pas, il faut corriger. Et on leur a dit de faire ce que vous avez demandé. Et on leur a dit de faire ce qu'on a demandé. J'ai tout fait pour avoir copie du rapport. Voilà le rapport. Jusque-là, je n'ai pas encore sorti ça. Je n'ai encore jamais parlé de ça. C'est sur votre antenne que j'en parle. Voilà le rapport qui dit qu'il ne faut pas faire ce qu'ils ont fait. Malgré ce rapport-là, jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Et tout récemment, le 17 ou le 30 janvier, le directeur général prend un papier pour dire que nous allons mettre en place une commission et on va commettre un cabinet qui va voir la réorganisation. Et nous avons encore 3 mois. Je dis bien 3 mois. Il va engager de nouveaux frères en recrutant un cabinet. Oui. Bon, j'ai le papier ici. Hein. Si vous voulez, on va le lire. J'ai le papier ici. Et bon, voilà, on va faire ça. Dans 3 mois, le cabinet va sortir, n'est-ce pas, ses conclusions. Et puis, on va les appliquer. Qui va attendre ça? Je vous dis depuis septembre. Hein. Ça veut dire qu'à partir de février, maintenant, il faut attendre février, mars, avril encore. D'abord. Il paraît que dans ce pays, quand on veut noyer un dossier, on crée une commission. Absolument. On crée une commission. Donc, il y a ça. C'est pas fini. Bien maîtriser et la puis, logique. Maintenant, après, nous, comme on le fait d'habitude, on dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Chaque fois que nous arrivons quelque part, nous profitons avec la situation des diplômes que vous connaissez, nous profitons pour demander les diplômes de tout le monde. Et nous avons demandé le diplôme de tout le monde, depuis le directeur général jusqu'au dernier agent de Libercop. On nous a donné ça. Puis, on a commencé les vérifications. On a fait les vérifications, on dit, bon d'accord, on va faire d'abord les vérifications pour l'organe dirigeant de la maison, à savoir le directeur, tous les membres du conseil, du comité de direction. Et on a scruté les diplômes de chacun d'eux. Et comme vous le savez, les réseaux sociaux ont commencé par écrire partout quand on sortit, pour dire, on a fait ceci, on en veut à X, on en veut à Y. Mais tout est ici. Si vous voulez, on va le lire. Quand nous avons eu ces diplômes-là, on a vérifié, nous avons écrit, il y a 7 universités privées qui ont délivré les diplômes pour les gens en question. Mais il y a une université qui est actuellement sur le tapis, que tout le monde en parle, etc., etc. Alors que nous avons eu à échanger des courriers avec le responsable, le président de cette université-là. Vous avez échangé avec tous les présidents de toutes les universités, de cette université. Tous les 7, nous avons leur réponse ici. Et qu'est-ce que vous avez voulu vérifier si c'est vraiment ces universités qui ont attribué ces diplômes? Voilà. La première chose, c'est d'abord savoir si on a écrit à chaque université pour dire est-ce que c'est vraiment vous qui avez délivré ces diplômes-là? Toutes les universités privées ont répondu oui, c'est nous qui avons délivré ces diplômes. D'accord. Et toutes ces universités privées nous ont même donné l'authentification de ce que eux ils ont délivré comme diplôme. Parfait. Mais nous sommes dans l'administration publique. Nous sommes au niveau d'une entreprise publique. Et nous nous sommes renseignés maintenant au niveau du ministère de l'enseignement supérieur pour dire est-ce que ces diplômes-là sont éligibles et valables pour rentrer dans l'administration publique? C'est là où se trouve le problème, que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et donc,
Nous avons ici toutes les correspondances. Si c'est nécessaire, si vous avez le temps, on peut les lire. Quel est le problème, exactement? Le problème est que il y a eu 2 parmi eux dont les diplômes ne sont pas éligibles. Dans le directeur général. Dans le directeur général. Éligible pourquoi? Voilà, parce que... les diplômes étaient faux? Non, les diplômes, puisque ceux qui ont délivré les diplômes ont dit que c'est eux qui ont délivré les diplômes. D'accord. Mais les diplômes ont été délivrés et ne respectent pas les règles, à savoir, 1. Les diplômes ont été délivrés à un moment où les universités privées n'avaient pas l'autorisation de donner cette filière-là, ni de délivrer ce diplôme-là. 2. D'accord. Les diplômes ont été délivrés parce que, après ça, il devait y avoir la co-signature ou la validation de ces diplômes. Ces diplômes ont été signés seulement par les présidents de l'université, tout court, sans que la validation ne puisse se faire. Voilà les diplômes, je vous donne pour que vous lisez, pour que vous voyez de quoi il s'agit. Montrez à votre second. Mais ça, ce que vous relevez, qui emporte la responsabilité? Qui emporte la responsabilité? La responsabilité, oui. La responsabilité est au niveau de Libercom, puisque Libercom doit savoir qu'en tant qu'entreprise publique, on n'engage pas sur la base de diplômes qui ne sont pas co-signés ou qui ne sont pas valides. Mais celui qui est passé au pilori aujourd'hui, c'est le DG. Oui. Eh bien, parce que de toute façon, le ministère de l'Enseignement supérieur nous a répondu pour dire que ces diplômes ne sont pas éligibles. Et nous avons fait le nécessaire. Voilà la lettre du ministre de l'Enseignement supérieur qui est ici. Et que, bon, si c'est nécessaire, on va le dire. Il y a ici, vous le voyez. Si on a le temps, on va le lire pour que tout le monde puisse entendre. Il y a 2 lettres que le ministère de l'Enseignement supérieur nous a envoyées. Parce que quand nous avons tout de suite fait le point sur la première lettre, il y a l'université qui a réagi. Qui a dit non, il n'est pas question. Et sur la base de ça, nous avons à nouveau écrit pour dire mais qu'est-ce qu'il faut faire. Voici la réaction de l'université en question. Oui, mais ce que je demande à Jean-Baptiste Elias, est-ce que c'est l'étudiant qui répond donc de ces dysfonctionnements-là lorsque l'université a délivré régulièrement le diplôme et que celui qui a nommé le DG Djima Idrissou l'a nommé Maris là, est-ce que c'est lui qui en répond, Idrissou Djima? Oui, puisque c'est lui qui est le bénéficiaire de l'opération. Il doit savoir que si son diplôme n'est pas valable... Mais lui, il s'est inscrit à l'université, il a fait régulièrement son diplôme, non? Oui, il a fait son diplôme, mais si tu fais le diplôme avec la complicité entre griffes de quelqu'un qui sait qu'à ce moment-là, je ne dois pas pouvoir délivrer tel diplôme et qu'il le délivre... Est-ce que c'est sûr qu'on peut parler de complicité là? Déjà, est-ce que lui peut savoir que l'université, peut-être à cette époque, n'était pas encore autorisée à délivrer ce diplôme? Il allait quand même s'inscrire... S'il ne s'est pas renseigné... Eh ben, il subit les contre-coups parce qu'il a le droit de se renseigner. D'abord, et chaque année, le ministère de l'Enseignement supérieur publie la liste de tous les établissements d'enseignement supérieur privés qui sont autorisés, les filières dans lesquelles ils sont autorisés. J'ai l'arrêté ici, dans ce studio, qui permet de dire telle université est autorisée à faire telle filière à tel moment, etc. etc. Pourtant, malgré ça, le ministre là, disons, nommé sur la base de ce diplôme. Non, un ministre l'a nommé évidemment sur la base de ce diplôme. Puisque, bon ben, le ministre, comprenez bien, hein, la plupart du temps, ils ne regardent pas souvent avant de faire leur nomination. Et quand les services techniques passent, c'est justement pour mettre de l'ordre là où on a oublié, de bonne foi peut-être, de faire ce qu'on doit faire. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Bon, vous avez vu les lettres quand même, monsieur? Oui, bien sûr. Vous avez vu les lettres du ministère de l'Enseignement supérieur, vous avez tout vu. Vous avez vu le diplôme. Je vous dis encore une fois, si nous étions à l'écran, on aurait montré ça pour que tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment puissent les regarder. Bon, mais on a lu un certain nombre de choses dans la presse et sur les réseaux sociaux. Avant 2011, les diplômes des universités privées n'étaient pas co-signés. Donc c'est forcément logique que le DG recruté avant 2011 puisse faire valoir son diplôme, son master notamment, à condition que le programme dispensé fût homologué au moment même de l'obtention du diplôme. Mais vous avez bien dit à condition. Ce diplôme, ce programme-là n'est pas homologué non plus. Mais c'est curieux, si on avait le programme n'était pas homologué, pas du tout. Et le diplôme n'a pas été co-signé. Pas du tout, je vous le confirme. Parce que nous avons écrit, et le ministère de l'Enseignement supérieur aussi a écrit. Voici la lettre ici. Si on avait le temps, on va lire quelques-unes. Bon, lisez, allez-y. Ah ben voilà. Lisez alors, quelques extraits là, oui. Très bien. Le ministère de l'Enseignement supérieur nous dit ceci. J'accuse réception de votre courrier, ci-dessus, référencé. Et je vous remercie. En réponse, j'ai l'honneur de vous notifier qu'il convient de retenir que, premièrement,
les responsables de l'Université Polytechnique Internationale du Bénin, UPUB, n'ont pas une bonne compréhension des tests et procédures de validation des diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur en République du Bénin. Petit a, l'existence formelle et réglementaire d'un programme de formation dans un établissement privé d'enseignement secondaire, d'enseignement supérieur, est conférée par un arrêté pris par le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'absence d'un tel acte induit la non-autorisation du programme ou de la filière. C'est très clair. C'est de ça qu'il s'agit ici. Petit b. La reconnaissance ou l'accréditation du CAMES n'est pas au-dessus des dispositions réglementaires et légales du Bénin. Petit c. L'attestation du directeur général de l'enseignement supérieur stipule clairement que l'examen est fait au niveau de la direction et que l'avis favorable est donné pour envoyer les dossiers au CAMES. Il s'agit d'une présentation au CAMES. L'examen pour la prise d'un arrêté qui confère l'existence formelle à un programme de formation est fait par le Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur et non par la direction générale de l'enseignement supérieur. Petit d. L'arrêté, et c'est ça, il faut écouter bien, l'arrêté 089 du 7 avril 2009, tout en réorganisant l'UPUB, précise les filières autorisées, devenant du coup l'acte fondateur de ces filières. La direction générale de l'enseignement supérieur n'a pas connaissance d'un autre arrêté autorisant les filières en question qui serait antérieur à 2009. L'accréditation du CAMES est conférée à l'UPUB le 19 décembre 2007. 19 décembre 2007. Le diplôme de master concerné, de directeur général de choses, est délivré le 25 août 2008, soit 8 mois. Un diplôme délivré dans ces conditions doit nécessairement requérir la certification des services compétents de l'État pour être valide. Alors, expliquez un peu plus clairement. C'est-à-dire qu'il y a une accréditation qui a été donnée à l'université. Oui. D'accord. Oui. Et donc, c'est après cette accréditation que le directeur général a eu son diplôme. C'est ça? Non. En attendant donc l'autorisation du ministère. Voilà. Le ministère a autorisé la filière en question par l'arrêté du 7 avril 2009. Et le diplôme que vous avez en main est délivré après le conseil d'administration du 25 août 2008. Donc le diplôme a été délivré avant la Le diplôme a été délivré avant. C'est ça, tout est là. Et puis, l'université même a reconnu que nous sous-signés, président de l'université polytechnique Obiang Nguema Mbazogo, ex-université polytechnique internationale du Bénin, certifions l'authenticité du diplôme de master en administration des affaires, option gestion des projets et management de la qualité, bac plus 5 de l'étudiant Djima Idrissou, né vers 1961 à Doumen, et inscrit dans notre université au titre de l'année académique 2007-2008. Et l'accréditation est intervenue en 2009. Bien sûr, et c'est écrit. Cotonou le 18 octobre 2016, le président de l'université, professeur Valère Kakaï Grelé. C'est écrit, voilà le papier. Signé de ça, mais que je vous montre. Donc, de ce point de vue, l'autorisation est donnée le 7 avril 2009. On reconnaît qu'on a formé l'intéressé dans l'année académique 2007-2008. Ça veut dire qu'on l'a fait avant. Il n'y a pas de doute dessus, tout est là, nous avons tous les papiers ici sous la main. Voilà de quoi il s'agit. Et donc, de ce point de vue, on nous fait un faux procès en disant que, bon voilà, le FONAC fait ci, fait ça, etc. Puis, nous avons reçu une signification de correspondance d'un huissier et avec la signature du directeur de cabinet du président de l'université en question qui demandait au FONAC de répondre dans les 48 heures. N'est-ce pas, pour apporter les éléments dont il dispose. Nous avons pris de la hauteur. Nous estimons que le FONAC n'est pas... On appelle ça une sommation interpellative? Non, c'est une signification de correspondance. Juste, ils nous ont signifié une correspondance pour être sûr que nous avons reçu ça. Et ils nous ont dit dans la correspondance, vous devez répondre dans les 48 heures.
comme si nous étions leurs enfants, comme si nous étions leurs étudiants, et même les étudiants, je sais qu'ils ne traiteront pas les étudiants de cette façon-là. Notre avocat... Vous avez déjà répondu? Non, notre avocat nous a dit de prendre le temps nécessaire de répondre. On répondra dans la semaine qui suit. Donc, il n'y a pas de problème. Ils vont répondre, ils vont recevoir. Et qu'est-ce qu'on vous demande? À quoi est-ce que alors, on peut le dire rapidement. Hein. Le directeur de cabinet de l'université Cotonou le 8 février 2017 à monsieur le président du FONAC. Le 6 février 2017, vous avez effectué une conférence de presse relayée massivement par les organes de presse et les réseaux sociaux pour dénoncer la mauvaise gestion de la société Libercom SA. Au cours de la conférence, vous avez déclaré la non-master en administration des affaires obtenue en 2008. Il a bien marqué en 2008 par M. Djima Idrissou à l'UPUB. Vous avez qualifié ce diplôme de faux, entre griffes. Lui-même, il a mis entre griffes. Donc, ça veut dire qu'il sait ce qu'il dit. La raison évoquée est que l'UPUB n'a pas été autorisé, n'a été autorisé qu'en 2009 pour faire cette formation, vous référant à un arrêté ministériel datant de la même date. À cet effet, nous vous demandons de bien vouloir nous fournir dans les 48 heures la preuve envoyée au FONAC par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et qui stipule que le diplôme délivré à M. Djima Idrissou est un faux diplôme. Ce que vous venez de nous lire. Merci beaucoup. En attendant votre prompte réaction, veuillez recevoir nos meilleures salutations. Nous n'avons jamais dit, et le ministère n'a jamais dit que c'est un faux diplôme. On dit que le diplôme n'est pas valide. Lui-même, il a écrit la non-validité du diplôme. Donc, de ça qu'il s'agit. Il recevra la réponse la semaine prochaine. Alors, en définitive, oui. C'est la somme de tout ce que vous venez de rappeler qui a valu au directeur général de Libercom son limogeage. Ah, nous, on n'est pas au courant. Hein. On n'est pas au courant qu'il a limogé. C'est les journaux qui ont écrit. Mais vous savez, nous, on ne peut pas prendre foi de ce que les journaux écrivent sans que nous n'ayons la preuve. Et depuis, vous dépêchez... Vous n'êtes pas au courant que le directeur a été limogé, c'est ça? Non, on l'a appris dans les journaux, mais nous n'avons pas la preuve. Vous n'êtes pas en train d'insinuer que les journaux mentent quand même? Non, moi je ne sais pas. De toute façon, moi, j'ai vu dans les journaux, mais nous, officiellement, on n'a aucun papier, on n'a rien qui nous prouve ce que les journaux ont écrit. Mais est-ce que vous êtes satisfait? Vous n'avez pas lu le relevé du Conseil des ministres? Non? Non, c'est pas dans le relevé du Conseil des ministres. D'accord. Moi, j'ai pas vu ça dans le relevé. Est-ce que vous êtes satisfait de ce limogeage? Non. Nous ne cherchons pas un limogeage de X, de Y, de Z. Nous cherchons la régularisation de ce qui a été fait comme mauvais fonctionnement, comme dysfonctionnement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous souhaitez la réparation des dégâts qui ont été orchestrés. Tous ceux qui ont pris les forfaits là, qui n'ont pas payé là, ils doivent rembourser. C'est ce que vous souhaitez. D'abord. Ensuite, tous ceux qu'on a mis dans des corps supérieurs alors qu'ils n'ont pas droit, ils doivent revenir à leur corps d'origine. Ensuite, tout ce qui a eu comme changement de catégorie, gonflement des charges de la maison, on doit pouvoir revenir à la normale. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vous dis, en répondant à votre question, pourquoi maintenant? Voilà, pourquoi maintenant? Parce que depuis 4 mois, nous avons constaté que tout ce que nous avons relevé comme dysfonctionnement, on n'a pas voulu les corriger. Et nous ne voulons pas être complices de ça, puisque tout le monde a vu que nous sommes passés dans la maison et qu'on a vu. Et nous avons relevé tout ces dysfonctionnements-là, au vu et au su de tout le monde, tous les membres du comité de direction ont été au courant. Et nous nous taisons depuis longtemps. Mais nous disons qu'il faut rendre compte au peuple. Voilà pourquoi nous avons décidé de rendre compte au peuple. Et nous rendons compte au peuple aujourd'hui. Nous pensons que nous avons bien fait parce que tout le monde prend conscience de ce qui se passe. Et nous espérons que les corrections vont se faire. Et c'est pédagogique parce que dans les autres sociétés d'État et d'économie mixte, où des choses de ce genre se passent et que le FONAC n'est pas encore arrivé, il faut que les directeurs généraux et autres membres du comité de direction puissent les corriger très rapidement pour que nous n'arrivions pas à retrouver encore les mêmes situations. Donc c'est de mauvaise langue seulement que ceux qui parlent de ce que vous avez retrouvé, l'agilité de votre langue seulement après avoir après avoir été réélu à l'NLC. Non, c'est de mauvaise langue parce que pour tout vous dire, nous devions faire la sortie depuis janvier. Mais, qu'est-ce que vous avez retenu? Voilà, je vais vous expliquer. Du 20 janvier au 1er février, la modeste personne de celui qui vous parle, de par sa charge au niveau de l'Union africaine, a été obligée d'assister à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba. Les collègues auraient pu faire la sortie parce que nul est indispensable. Mais les collègues ont estimé que bon, il n'y avait pas le feu et qu'on pouvait attendre l'arrivée, n'est-ce pas, de la modeste personne de celui qui vous parle. Et c'est entre-temps qu'il y a eu les nominations. Si bien que
Si on avait fait la sortie avant, mais c'était prévu depuis. On ne se lève pas comme ça entre le délai de la nomination dont vous parlez, qui n'est qu'une régularisation en fait. Si vous voulez, on a tout le dossier ici, on peut en parler. Qui n'est qu'une régulation en fait. Entre le délai de cette nomination le 25 janvier et la sortie du FONAC, nous n'aurions pas amassé tous ces documents-là, toutes ces preuves-là sous la main. Tout ce que vous avez lu tout à l'heure, c'est toujours 2016. Septembre, octobre, novembre, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, c'est des choses qui ont été faites bien avant la nomination. Oui, mais Jean-Baptiste Elias, est-ce que vous avez conscience que c'est maintenant plus que jamais que vous jouez votre crédibilité avec ce nouveau régime? Oui, nécessairement. Nous jouons, le FONAC joue sa crédibilité avec tous les régimes et nous allons toujours faire ce que nous faisons. Je vous garantis aujourd'hui, tous ceux qui nous écoutent en ce moment, s'ils peuvent nous apporter des éléments concrets, des documents, je vous dis à nouveau encore de façon anonyme, nous allons les traiter. Et quelle que soit la gravité de l'opération, comptez sur le FONAC, nous viendrons toujours à la presse pour rendre compte. Il n'y aura pas de protection de qui que ce soit. Tous ceux qui écrivent pour dire le FONAC, on a fermé la bouche, on a mis de l'argent sur eux, etc. C'est des histoires. Dès que nous aurons tout ce qu'il faut comme élément, eh bien, vous allez nous entendre. D'autres sont allés jusqu'à faire des liens de parenté avec des dirigeants actuels. Il n'en est absolument rien et que cela vous ferait traîner. Sur je vais vous faire une confidence. Allez-y. Tout à l'heure, en ouvrant l'émission, M. Adon a dit vous avez fait aboutir le dossier de sac de sable transformé en sac de glucose. Vous avez entendu ça tout à l'heure. Il a dit ça. Savez-vous que celui qui est concerné dans ce dossier est un parent à moi. Un parent à moi. Son papa est un oncle. Je ne le savais pas. Il est venu me voir pour dire il y a telle et telle situation. J'ai dit tonton, je ne peux rien faire. Nous sommes obligés d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, depuis 2003, nous avons fait ce dossier-là. Aujourd'hui, j'ai ma tante qui ne me salue plus jusqu'à ce jour. J'ai accepté. À cause de ça. À cause de ça. Ma tante dit, comment tu peux sacrifier la famille pour ça, alors que d'autres prennent des millions, des milliards. Et on les applaudit. On les applaudit. Et pour ça fait de 10 millions, 15 millions là, tu es parti sacrifier. Ma tante ne me salue pas jusqu'à ce jour. Je dis, c'est pas grave. Donc, c'est vous dire que c'est pas une affaire de rien. C'est vous qui devez saluer pour votre sentiment. Oui, je la salue, elle me répond pas. Bon, Okay. enfin, continuez à la Elle me répond pas, j'ai continué de la saluer. Le grand rendez-vous. Alors, Jean-Baptiste Elias, parmi les affaires de malgouvernance, mettons de corruption, qui ont le plus horripilé les Béninois, se compte l'histoire des machines agricoles. D'abord, un bref rappel de cette affaire dans le fond, puis un point rapide de situation quant à l'évolution du dossier. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui par rapport à ce dossier? Le dossier de machines agricoles a deux volets. D'abord, la DEMA, l'agence qui a été créée pour gérer cette affaire-là, semble-t-il, n'existe plus. D'abord. Et quel est le degré de liquidation de cette agence? Nous n'avons pas encore les informations. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que non seulement le dossier avec la situation, d'ailleurs quand nous avons fait notre sortie médiatique, les usines de transformation des produits agricoles ont été retirées et devraient être confiées donc à des secteurs privés qui vont les réhabiliter parce que le budget national a injecté beaucoup de millions, je dirais même des milliards dans cette affaire. L'autre problème qui se pose actuellement, c'est la survie et le travail fait au niveau de Bénétracteur. Bénétracteur produit maintenant les machines agricoles qui est à Vida. Et ce dossier également, nous en avons parlé. C'est une entreprise indienne qui avait gagné le marché pour installer l'usine. L'usine a été installée. Et c'est cette même entreprise qui a gagné le marché, qui a pris les milliards pour installer la machine.
qui est devenu encore actionnaire majoritaire de cette société-là. Authentique. Alors, c'est-à-dire, on va faire une petite synthèse. Faites la synthèse, allez-y. On a lancé un appel d'offres international pour recruter une entreprise pour nous fournir des machines. Oui. Et pour nous construire l'usine. L'usine, c'est ça. Et l'entreprise étrangère a fourni l'usine. Oui. Mais on a voulu créer maintenant une entreprise pour gérer ces tracteurs, cette machine de fabrication de tracteurs. Voilà. Et la même entreprise est devenue actionnaire majoritaire. Voilà, c'est ça ce qui se passe actuellement. Vous comprenez qu'il y a problème. Il y a un savoir-faire assez... Et donc, sur ce dossier-là, nous avons dit c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Et nous sommes toujours sur cette logique-là de dire qu'on ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, le dossier est un peu bloqué. Et nous espérons que... C'est vous qui avez réussi à bloquer ça Non, nous, modestement, nous ne prenons pas la responsabilité. Ce qui est sûr, c'est que nous avons décortiqué ce dossier-là sur une de vos chaînes concurrentes, n'est-ce pas, pour expliquer ce qui se passe dans ces dossiers. Et puis, bien entendu, on a arrêté d'abord de continuer dans ce dossier-là. Donc, l'usine ne fabrique pas de tracteurs juste là. Ils ont fabriqué, en fait, c'est l'usine de montage. C'est le montage. Ils ont fait le montage d'un certain nombre truc d'assemblage des différentes pièces. Voilà. Et puis, bon, chose curieuse, c'est que le prix de revient de ces tracteurs est tellement fort que pour que nous puissions avancer, il faut que le gouvernement du Bénin donne encore 50% de ce montant-là pour subventionner les tracteurs. Autant aller acheter en Inde. Alors, donc, vous voyez, donc, c'est compliqué ce dossier-là. Si vous voulez qu'on en parle, j'amènerai tout le dossier. Je ne savais pas que vous alliez aborder le dossier. Ah ben oui, ça m'intéresse. J'apporterai tout le dossier ici. Je vous dis, on mettra un temps pour inviter Jean-Baptiste. Je vous dis, quand le FONAC a fait la sortie médiatique sur ce dossier-là, tout de suite après... on nous a envoyé Lucien pour sommation interpellative. 2 sommations interpellatives. Nous avons répondu. On a sorti tout le dossier comme ça. On a montré à Lucien qui est venu nous voir dire hey, vous avez tout ça dit oui. Vous voulez qu'on vous donne copie? Il dit non. Quand on a fait la sommation, on a répondu à la sommation. Ils sont partis remettre à ceux qui les ont commandités. Point final. Ils voulaient quoi? Bouche cousue. Et ils ne savaient pas qu'on avait les dossiers en main de ce que nous avons dit. Ils ont dit ah oui, vous avez dit telle chose, apportez-nous la preuve de ceci, de cela. On a donné les preuves, on a donné tous les éléments. On a fait ce qu'on doit faire. Et puis, on a commencé par voir ce qu'il y a lieu de faire, etc. Voilà. Mais si vous voulez, nous allons revenir sur ce dossier-là. Très bien, on va revenir. On va vous l'expliquer avec force détail pour que vous compreniez bien le contenu. Alors, on va prendre, si vous le permettez bien, quelques auditeurs. Il y a longtemps que nous ne les avons pas pris au téléphone. Et ils en ont souvent réclamé. Et bon, alors, nous allons en prendre quelques-uns, les plus chanceux qui vont appeler très rapidement. Bonjour, est-ce qu'il y a un auditeur en ligne? Il est là. Bon, bonjour. Oui. À qui avons l'honneur? Bonjour. Oui, bonjour. Pierre Moubatine. D'accord, Pierre Moubatine, nous vous écoutons pour votre question. Une seule question, s'il vous plaît. Tout à fait. Monsieur le Président, bonjour, Jean-Baptiste Elias. Bonjour. Je vous remercie pour votre éclairage. Si vous venez sur les antennes, vous dites la vérité. Est-ce que vous soutiendrez? Monsieur le Président FONAC, je demande au directeur de vous laisser. Car si vous sortez, vous dites la vérité, vous avez les preuves tangibles. Je vous soutiens et Dieu vous bénisse. Pierre Moubatine, bon dimanche à vous. Merci Pierre Moubatine, c'était pas une question, c'était un soutien. Un encouragement. Très bien, un autre auditeur, est-ce qu'il y en a en ligne? Bonjour auditeur en ligne. Oui, bonjour mon cher ami Atou. Bonjour, à qui avons l'honneur? C'est Valentin Ayonou de Thionville. Oui, monsieur Valentin Ayonou. Oui, j'ai quelques deux petites préoccupations pour notre cher monsieur Elias. Allez-y rapidement. La première question, c'est pour demander si entre-temps, le dossier Sonacopo a évolué. Parce qu'aujourd'hui, l'administration publique est paralysée. Du coup, on avait injecté plus de 3 milliards dans cette société. Et aujourd'hui, on ne trouve plus rien. La société est demeurée telle qu'elle est. Est-ce que Jean-Baptiste Elias peut nous dire quelque chose sur cette société, monsieur le journaliste? Ma deuxième préoccupation, je voulais savoir, dans la chaîne Solaire FM était en situation difficile, qu'est-ce que M. Jean-Baptiste a pu faire pour que cette chaîne soit remise dans ces conditions normales, M. le journaliste? C'est mes deux préoccupations. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, M. Valentin Ayonou. Est-ce qu'il y a un autre? Bonjour. Bonjour, à qui avons l'honneur? Oui, c'est Emmanuel Agouissi. Monsieur Emmanuel Agouissi, allez-y pour vos questions. Oui, M. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Oui,
Je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites pour le pays. Ma question, j'ai une seule question. Il y a depuis fort longtemps, nos clients sur le dossier PPAD. Est-ce qu'on peut espérer la vérité un jour? Parce que nous remarquons que le FONAC fait beaucoup. Et est-ce que concernant le dossier PPAD, nous pouvons espérer de vous la vérité un jour? Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Agbessi. Bonne journée, Dominique Alavou. Un autre auditeur dit bonjour, à qui avons l'honneur? Je m'appelle Adamo Kifouli. Oui, monsieur Kifouli. Merci. Je tiens d'abord à remercier monsieur Jean-Baptiste pour le travail qu'il a fait. Je voudrais également revenir sur la question de Sonacop. J'aurais bien voulu qu'il nous explique ce qui s'est passé après. J'en ai terminé. Merci. Bonne journée à vous. La Sonacop intéresse bien les gens. Bonjour, monsieur. Bonjour. À qui avons l'honneur? Monsieur Péter Robert, je salue grandement monsieur Elias pour tout ce qu'il nous fait pour le peuple béninois. D'abord, il y a de cela 3 semaines, je pense les journaux ont écrit, même temps, l'a dit, qu'on a un sujet d'un système financier décentralisé, dont M. Jean-Baptiste est allé pour investiguer. Est-ce que tu peux nous dire, selon ce qu'il a entendu là-bas, par rapport à ce que la presse a dit, si les faits sont avérés? Je vous remercie. C'est de quoi? On ne vous a pas bien suivi, M. Keke. Vous avez parlé de... Il est allé dans un système financier décentralisé pour investiguer ce dossier dont les presse en ont parlé. Même temps, d'accord. Système financier décentralisé. Oui, s'il peut nous parler en quelques lignes, je parle de la forme du dossier. Si les faits sont vraiment avérés concernant ce que les journaux ont dit. Mais ce système-là s'appelle comment? Ça doit avoir un nom, non, la société? Oui, je veux faire un peu le nom système. Mais les journaux en ont parlé, vous avez dit. Si les journaux en ont parlé, pourquoi vous taisez le nom? C'est déjà tombé dans le domaine public. Oui, bon, lui, il connaît le dossier en question. Je ne connais pas. J'ai fait beaucoup d'investigations. Alors, de quoi vous parlez? Dites-le exactement. C'est pas bleu, monsieur Jean-Baptiste. Ah, voilà. Pas de me. Parce qu'il y a pas de me à part, il y a pas de me à part. C'est pas de me. Pas de me, d'accord. Voilà. D'accord, ok, merci, bon dimanche. C'était pas si compliqué, monsieur Keke. Bonne journée à vous et nous revenons dans ce studio. Les auditeurs 2 sont préoccupés par la Sonacop. On commence par eux d'abord. On a investi 3 milliards pour mettre ressusciter, afin mettre cette société sous assistance respiratoire, mais manifestement elle est toujours asphyxiée financièrement, elle a des difficultés, etc. Est-ce que vous avez une idée de la situation actuelle de la Sonacop? Ce serait trop prétentieux de dire que j'ai une idée de la situation actuelle de Sonacop. Ce qui est certain, c'est que le FONAC s'est déplacé effectivement pour aller faire des investigations à la Sonacop. C'est vrai. Quelques jours avant le changement du nouveau DG actuel. C'est-à-dire, c'était Agossa qui était là quand nous sommes partis pour faire les investigations. Comme d'habitude, on a posé les questions écrites, on a eu des réponses écrites et nous étions en train de finaliser le dossier quand il y a eu changement. Donc, le nouveau directeur ne nous a pas encore reçus. De toute façon, nous n'avons pas encore demandé à être reçus. Le peu que je peux dire aujourd'hui sur ce dossier-là, c'est que le gouffre, je pèse bien mes mots, le gouffre financier au niveau de Sonacop est énorme. Est énorme d'abord sur 2 plans. Premier plan, il y a eu beaucoup de cas de tickets valeurs qui ont été achetés et pour lesquels aujourd'hui, tous ceux qui sont bénéficiés de ces tickets valeurs-là, on a demandé qu'ils viennent avec leurs tickets valeurs pour qu'on les échange. On n'a pas pu les échanger, ça fait des milliards aujourd'hui. Je répète bien, ça fait des milliards qu'il faudrait trouver pour pouvoir mettre à flot. Donc les gens, la Sonacop doit à ses clients. La Sonacop doit à ses clients de plusieurs milliards dans ce domaine-là déjà. Deuxièmement, les produits. Les produits, vous savez très bien que, étant donné que la situation financière de Sonacop était ce qu'elle est, il a été obligé de demander à l'État de porter la garantie nécessaire auprès des banques pour qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, l'argent qu'il faut pour pouvoir commander les produits. C'est ce qui fait que vous voyez, jusqu'à présent d'ailleurs, au niveau des stations de Sonacop, parfois il n'y a pas de produits parce que c'est quand les banques avancent l'argent pour acheter les produits qu'on a fini de vendre ces produits-là, qu'on remet l'argent à la banque
Et pendant ce temps, on attend de voir d'abord, etc. C'est ce qui fait que parfois, vous trouvez beaucoup de ruptures au niveau donc, de la Sonacop. Donc, le problème de la Sonacop est un problème entier. Ça veut dire que c'est une entreprise qui n'a même pas de fonds de roulement. Malheureusement. Et qui a beaucoup de charges aujourd'hui. Et qui peine à travailler. Il y a deux solutions. Ou bien l'État, n'est-ce pas, fait le geste qu'il doit faire en renflouant une fois pour de bon, sérieusement, les caisses de la Sonacop, en demandant à ce que la Sonacop puisse mieux gérer tout le patrimoine et puisse mieux gérer la société, quitte à rembourser petit à petit ce que l'État va mettre là-dedans, ou alors on prend la décision sévère de dire, écoutez, débrouillez-vous, faites en sorte que les choses se passent bien. Ce serait dommage. Mais est-ce que le problème de la Sonacop n'est pas un problème beaucoup plus profond que ce dont vous parlez? Puisque, on se souvient, l'auditeur l'a d'ailleurs dit, le gouvernement de Boboni il a engouffré 3 milliards. Un beau matin, on a reçu tous les responsables de la société à la présidente de la République, sous le feu des caméras, tambour battant, 3 milliards pour redonner vie à cette entreprise. Les 3 milliards finalement ont servi à quoi si l'État doit donner encore une garantie pour que la société aille emprunter de l'argent auprès des banques, et malgré ça, ça ne marche toujours pas. Le gouffre financier de la Sonacop dépasse 3 milliards. Aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres complets en tête, mais il faudrait peut-être penser à une dizaine de milliards pour relever la maison. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il y a un gouffre financier important pour Sonacop. Et les sous sont passés où? Est-ce que dans vos investigations, vous avez pu savoir qui sont ceux qui sont là, qui siphonnent, qui absorbent les ressources? Il y a d'abord ce que nous pouvons appeler gentiment le dysfonctionnement. Il y a des produits qui ne coulent pas entre griffes et qu'on achète en grande quantité. Vous allez actuellement dans les magasins de Sonacop, vous trouverez un certain nombre de produits qui sont là depuis 2 ans, 3 ans. Qui sont en stock mais qui ne sont pas vendus. Qui sont en stock et qui ne sont pas vendus. Parce qu'on en a acheté en grande quantité alors que le marché n'en a pas besoin. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit aussi. Il y a beaucoup de dysfonctionnements, hélas. Et si c'était nécessaire, j'amènerai le dossier ici un jour et puis on en parlera. Très bien. Si c'est nécessaire. Mais je ne fais que dire quelques éléments, sachant pas que vous allez aborder ce sujet-là. Oui, mais est-ce que la solution définitive, ça vous ne l'avez pas envisagé, est-ce que ce n'est pas la liquidation pure et simple de cette société, peut-être la création d'une autre? On l'avait liquidé entre-temps, vous vous souvenez bien ce qui s'est passé. Et entre griffes, on avait dit on a pris l'argent de la Sonacop pour acheter la Sonacop. Cette phrase-là n'est pas oubliée des Béninois. Je ne crois pas qu'il soit bon actuellement de se mettre encore sur cette piste-là, parce que Sonacop est un joyau de l'État béninois, un joyau des Béninois. Il ne serait peut-être pas bien compris du public que, ayant fait une première fois la nationalisation ou alors la vente de cette unité-là au privé, qu'après le produit soit revenu dans le giron de l'État, qu'on veuille encore le remettre dans le privé, ce ne serait pas bien vu. Je crois qu'il va. Mais quand on constate que quand ça reste dans le giron de l'État, on la pille, cette société, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien trouver une solution. Parce qu'il faut le dire honnêtement, cette société est une société qui est pillée. Elle n'est pas gérée, elle est pillée. Et il n'y a pas un autre mot pour le dire, c'est une société pillée. Il faut justement mettre des responsables vertueux au niveau donc de la société pour que les choses changent. Il en existe. Il en existe. Je sais bien qu'au Bénin, il y a des responsables vertueux qui peuvent faire le travail. Et il faudrait donc dégraisser ce qui doivent dégraisser et essayer de rationaliser les charges de la maison. Et je crois qu'on peut s'en sortir. Il n'est pas possible de vendre du carburant et d'être en faillite, c'est pas possible. C'est un peu comme celui qui vend de l'eau et tombe en faillite. Et qui tombe en faillite, c'est pas possible. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin. C'est une affaire de gestion, une affaire de dysfonctionnement qu'il faut corriger, à mon avis. Bon, très bien. Alors, un autre auditeur a parlé de PPA2. Est-ce qu'un jour, vous pensez qu'on pourrait connaître la vérité dans cette nébuleuse? Le dossier PPA2 fait partie de ce que le FONAC a sorti comme élément. Vous vous souvenez, quand nous avions soulevé cette affaire-là, nous avions eu l'honneur et la chance même de recevoir les responsables, n'est-ce pas, de l'ambassade concernée par ce dossier-là. Nous sommes là-dessus et nous estimons que, quelles que soient les conditions, le régime en place doit faire en sorte qu'il y ait la clarification de ce dossier-là. Malgré les affinités avec certains... Malgré les affinités avec
X, Y, Z. Ce dossier, vous avez parlé de PPA2, il a aussi le dossier machine agricole et c'est les mêmes problèmes d'affinité. Oui, avec le et il faudrait donc les mettre à nu un jour pour qu'on puisse voir ce qui s'est passé et que ceux qui sont responsables du pillage, je pèse bien mes mots, dans ce dossier-là, puissent recevoir les sanctions qu'il faut. Parce que, justement, tout ça rentre dans le cadre, n'est-ce pas, du classement que nous avons eu. Si nous nous plaignons que nous sommes 95, alors que ces dossiers-là sont en attente et ne sont pas réglés, il y a des choses. Tout à l'heure, quelqu'un m'a posé la question concernant la fermeture de Soleil FM. Dans les conventions, le Bénin a signé le protocole de la CEDEAO de lutte contre la corruption 21 décembre 2001. Il l'a ratifié. Le Bénin a signé la convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. L'a ratifié et a déposé les instruments de ratification. Le Bénin a signé la convention de Nations Unies contre la corruption, a signé, a ratifié, a déposé les instruments de ratification. Dans tous ces 3 tests, il est prévu une place importante pour les médias en disant que chaque État signataire de ces tests doit, je dis bien doit garantir la liberté de presse et doit garantir la liberté, n'est-ce pas, en matière de médias. Ce qui s'est passé dans le dossier Soleil FM et d'autres organes ont contribué aussi, malheureusement, à ce que les points du Bénin en matière de bonne gouvernance puissent diminuer. Ce que dit Valentin Yornou, c'est qu'on ne vous a pas du tout, vous n'avez rien fait, ou du moins il demande ce que vous avez fait. Il voulait me voir où? Parce que ce que je fais... On va pas toutes les chaînes, non? Je vais toujours me mettre sur toutes les chaînes pour dire je fais A, B, C, D. Il n'a qu'à se renseigner. Ce n'est pas sur les chaînes de télévision, de radio qu'on viendra dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et qu'est-ce que vous avez fait alors? Je ne saurais le dire sur les antennes. J'ai les éléments de ce que j'ai fait. Au moment opportun, si c'est nécessaire, on va les sortir. Très bien, le système financier, l'histoire du système financier décentralisé. Robert, quelqu'un n'avait pas voulu lâcher le nom, finalement, il a dit que c'est le PADME. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Oui, le PADME, nous sommes là-dessus, on n'a pas fini. On a fait les investigations, effectivement. On a déjà fait 2 réunions avec les responsables de PADME. Et nous sommes en train de finaliser les informations au niveau des différents responsables qui ont travaillé avec PADME. Et d'ici une dizaine de jours, 2-3 semaines au plus, on finira cette investigation-là et on pourra dire c'est comme ça que ça s'est passé. Mais pour l'instant, les informations que nous recevons nous permettent de savoir que nous sommes sur des pistes importantes, hélas. Des pistes importantes. Hélas. Oui, des pistes importantes, hélas. Parce que si les choses se passaient normalement, on ne devrait pas être sur ces pistes-là. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Et au moment opportun, si c'est nécessaire, on reviendra encore vous en parler. Alors, Jean-Baptiste Elias, nous avons 2 minutes pour boucler cette conversation. Est-ce que vous voulez la conclure? Oui. Je voudrais d'abord demander à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui qu'il faudrait que nous puissions préserver Libercom. Libercom est le premier réseau de téléphonie mobile au Bénin. Libercom est une propriété de l'État béninois, donc votre propriété à vous, ma propriété à moi, la propriété de chacun de nous. Malheureusement, c'est le dernier des réseaux aujourd'hui. Malheureusement, c'est le dernier des réseaux et nous devons tout faire pour que ça devienne encore le premier. Tenez, je vous ai dit tout à l'heure que je venais de Addis Abeba. En Éthiopie, ils sont plus de 90 millions, 100 millions de personnes. Il y a un seul réseau, c'est le réseau étatique. L'opérateur historique, comme on le dit. Un seul en Éthiopie, ils sont plus de 90 millions, c'est l'État. Je voudrais demander à ce que tout ce que nous avons constaté comme dysfonctionnement au niveau de Libercom là, les Béninois puissent se dire, moi je vais acheter les produits de Libercom pour redonner vie à Libercom. Si chacun de nous pouvait prendre une carte SIM avec des crédits pour téléphoner ne serait-ce qu'à l'intérieur du Bénin avec Libercom, nous allons redonner vie à Libercom. Mais pour quelle prestation? On ne vit il faut pas que la qualité. Mais oui, justement. Il faut la qualité du service. Tout ce que nous avons fait maintenant doit permettre à ce que désormais les responsables soient des responsables de qualité et que les dysfonctionnements que nous avons connus n'y soient plus. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Et voilà pourquoi j'invite tous les Béninois à consommer Libercom pour le bien
de la population. Bon, c'est pas souvent on laisse faire de la publicité dans cette émission, mais c'est Jean-Baptiste Elias, et donc on le laisse faire. Alors Jean-Baptiste Elias, vous étiez l'invité pour le compte de ce numéro 153 du Grand Rendez-vous. Merci d'être venu en direct éclairer l'actualité de vos opinions. Vigile Avancer, Wilfried Adon et Mohamed Liamidi aux manettes vous prie de continuer à nous rester fidèles en dimanche prochain, même fréquence, avec de nouveaux invités si Dieu le veut.